Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de H2O pour une nouvelle émission. Une fois n'est pas coutume, l'émission d'aujourd'hui est consacrée non pas à une thématique scientifique, mais à un personnage qui marqua l'histoire par son génie et qui contribua à l'essor des cultures scientifiques et artistiques de manière considérable. Bien sûr, qui ne connaît pas la Joconde ou l'homme de Vitruve, mais la production de Léonard de Vinci est riche de bien d'autres chefs-d'œuvre, étonnant de réflexion sur l'univers, d'inventivité technologique et de création artistique que je vous propose de découvrir dans ce numéro de H2O. Dans les années 1516, Léonard, venant d'Italie, où il naquit en 1452, traverse les Alpes. François Ier, alors installé au château d'Amboise, sur les bords de Loire, lui offre une large hospitalité au manoir de Cloux, l'actuel Clos-Lucé. Vinci y passe les dernières années de sa vie et meurt le 2 mai 1519. Bonjour François Saint-Brice, merci d'être sur le plateau de H2O. Vous êtes président du Clos-Lucé. Alors cette propriété est depuis très longtemps dans votre famille. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette acquisition et puis la vocation qu'elle a actuellement. Oui, effectivement, le Clos-Lucé est donc dans notre famille depuis plusieurs générations. Elle a été acquise au tournant du siècle dernier, enfin du 19e siècle plus exactement, en 1850. Mais avant, elle était demeure royale pendant près de 200 ans. C'était en quelque sorte la résidence d'été des rois de France, avant d'appartenir pendant la Révolution à la famille d'Amboise, aujourd'hui éteinte, qui la sauva de la destruction pendant la Révolution. Et la vocation d'en faire un parc dédié à Léonard ? Alors, effectivement, notre famille, qui est détenteur de ce patrimoine exceptionnel, s'est toujours donné pour objectif d'ouvrir cette maison et d'accueillir le plus large public et d'en faire le lieu de référence sur Léonard de Vinci, un lieu à la fois de mémoire, mais aussi un château pour le futur. Alors, la vie que mena Léonard de Vinci au Clos-Lucé fut essentiellement studieuse. Et entre autres projets, il imagine la construction d'un nouveau palais royal à Romorantin avec le détournement d'un fleuve dans la Sauldre. Il esquisse un projet de voie navigable entre la Loire et la Saône, et il avait prévu l'assèchement des marais de Sologne. Alors François Saint-Brice, qu'est-ce qu'il réalise réellement pendant ces 3 années au Clos-Lucé, tant au niveau scientifique qu'artistique ? Alors effectivement, pendant ces 3 dernières années, Léonard ne reste pas inactif. Il travaille d'arrache-pied à tous les projets royaux. Il parcourt à cheval, c'est un très bon cavalier, les rives de la Loire, du Cher, de la Saudre. Et donc il projette des aménagements fluviaux, il crée des canaux, il fait des projets de canaux, d'irrigation, d'assèchement de ces régions très marécageuses comme la Sologne. Et donc il travaille avec le roi comme en tant que premier ingénieur, peintre et architecte du roi. C'est son titre que le roi lui donne lorsqu'il arrive au Clos-Lucé, en même temps que le château du Clos-Lucé, une pension formidable de 1000 écus d'or. Alors si vous le voulez bien, nous allons nous promener dans le parc du Clos-Lucé et nous allons voir des maquettes qui ont été recréées grâce à des spécialistes, des scientifiques spécialistes de Léonard de Vinci. Oui, parce que le Clos-Lucé, c'est à la fois un lieu de mémoire, donc la maison de Léonard, mais aussi un parc paysager, qui est un parc culturel qui recrée l'art et les visions de Léonard. Et donc c'est un lieu d'interprétation où vous allez pouvoir découvrir 40 maquettes géantes, une quarantaine de toiles suspendues dans les arbres. Ces maquettes sont interactives et elles permettent de s'approprier, disons, les inventions de Léonard pour les jeunes et les moins jeunes. Ouais, et de manière très ludique. Et de manière très ludique. Bien. Oui. Alors je vous propose tout de suite de partir à la découverte du parc du Clos-Lucé. En premier, nous voyons fonctionner le chadouf, une sorte de noria, mécanisme inventé pour puiser l'eau destinée à l'irrigation. Comme vous le voyez, on actionne des manivelles qui permettent la remontée de l'eau. Celle-ci se déverse sur la berge, dans un réceptacle, et la bâche redescend, vide, prête pour un nouveau remplissage. Ensuite, nous découvrons un système ingénieux de roues dentelées,
et d'engrenages, vestiges superbement conservés d'un ancien moulin. Visitons ensuite le jardin de Léonard, avec la réplique d'un pont à double niveau, construit à son époque pour des raisons de salubrité publique. En effet, les piétons empruntaient le second niveau et les voitures à cheval le rez-de-chaussée. Nous poursuivons notre chemin en découvrant le pont tournant. En s'ouvrant, il permet de laisser passer des navires de haute stature. Cette invention trouvera sa réalisation au XIXe siècle. Ici, une mise en application du principe d'Archimède qui, en 200 avant Jésus-Christ, pose les bases de l'hydrostatique. Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale, dirigée de bas en haut, égale au poids du fluide déplacé. Et bien sûr, l'anticipation de l'hélicoptère à vis hélicoïdale. Léonard imagine le principe de l'élévation à la verticale par pales inclinées, mais à l'époque, l'énergie nécessaire manque encore. François Saint-Brice, Léonard de Vinci fut un esprit libre, un autodidacte. Oui, effectivement, Léonard n'a pas été à l'école. C'est un pur autodidacte. Il a appris au contact de la nature. Son meilleur professeur, c'était la nature. Et il a développé à son contact une fantastique sensibilité de l'observation. Et en fait, Léonard a développé une capacité à l'expérience en étudiant la nature et donc a touché à différentes techniques de la science par analogie. On connaît Léonard ingénieur, mais il était aussi architecte, anatomiste, botaniste, philosophe. Et puis il a écrit les pensées. Et en même temps, c'était un penseur, un humaniste qui nous a laissé un héritage spirituel à travers donc ses pensées. Alors, il fut également un expert en balistique avec l'invention de nombreux matériels militaires. En 1482, il écrit une lettre en 10 points dans laquelle il consigne, et je cite Léonard de Vinci, « Je m'appliquerai à révéler à votre Excellence certains secrets qui me sont personnels. Je peux construire des canons, des mortiers, des engins à feu de forme pratique et différents de son usage. Je puis construire des voitures couvertes et indestructibles, des tanks, portant de l'artillerie et qui, ouvrant les rangs de l'ennemi, briserait les troupes les plus solides. » Alors, François Saint-Brice, est-ce que certains visiteurs vous parlent du Da Vinci Code ? Oui, alors le Da Vinci Code a reçu un accueil, je dirais, planétaire. Mais le Clos Lucé est avant tout un lieu de légitimité historique. Et donc, à côté de la fiction, il y a la réalité historique, scientifique et légitime. Et nous avons créé une nouvelle route culturelle qui s'appelle le Da Vinci Tour, dont nous avons déposé la marque et les noms de domaine. Et cette route invite tout un chacun à marcher dans les pas de Léonard, de Vinci à Amboise, en passant par Florence, Milan, Rome, Venise, où Léonard a travaillé, mais aussi en découvrant les paysages qui ont tant inspiré Léonard, la Lombardie, la Toscane, le Val-de-Loire, patrimoine mondial de l'humanité. Et je voudrais revenir sur les pensées de Léonard, et en préparant cette émission, vous m'avez fait visiter le jardin de Léonard et vous avez parlé de testament spirituel et de voyage initiatique. Pourquoi ces mots ? Oui, parce que dans ce lieu où Léonard a vécu les 3 dernières années de sa vie, on est subjugué par, disons, une atmosphère. C'est un lieu de vérité, c'est un lieu où Léonard a vécu, on y voit sa chambre, son atelier de travail, on y voit son jardin où il s'est promené, où il a ses vignes, ses vergers, son pigeonnier, il s'est promené là, et donc la nature est partout présente. C'est la belle nature de la Touraine. Et je crois que Léonard comparait le ciel de la Touraine au ciel de la Toscane, et la nature l'a inspiré jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, Léonard a énormément travaillé sur le thème de la nature, puisqu'au Clos Lucé, il a travaillé sur des tourbillons, le déluge qui le hantait. Ouais. Il disait que les mouvements de l'eau, si on laissait faire l'eau, réduirait la terre en forme de sphère.
Donc l'eau au Clos Lucé est partout présente, comme en Touraine d'ailleurs. Et ça en fait une balade magnifique. Voilà. Alors est-ce qu'il est vraiment mort dans les bras de François Ier ? Oui, alors la légende est belle, racontée par Vasari, qui dit que Léonard est mort dans les bras du monarque. Mais en fait, ce jour-là, François Ier était à Saint-Germain-en-Laye pour la naissance, les festivités de la naissance de son deuxième fils. Mais effectivement, lorsque Francesco Melzi, le disciple préféré de Léonard, a appris la mort au roi, le roi a éclaté en sanglots. Il l'appelait d'ailleurs mon père. Il avait une véritable vénération pour ce vieil homme. Pour découvrir ou redécouvrir toute l'histoire de Léonard de Vinci et de ses inventions, je vous propose 2 livres. Le premier du frère de notre invité, Gonzague Sabris, l'histoire de Léonard de Vinci, et un magnifique ouvrage, l'intégrale de l'œuvre peint et graphique de Frank Zollner aux éditions Taschen. Et pour finir, l'adresse internet du Clos Lucé s'affiche au bas de votre écran. Merci François Sabris de votre présence sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis et je pense que Léonard aurait pu conclure sur cette phrase: qui règle sa course sur une étoile ne dévie pas. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures scientifiques. En attendant, soyez curieux et choisissez la bonne étoile.